Nous nous sommes mariés hier, Hélène, me dit ma belle-fille Sophie avec un sourire glacial. Nous avons décidé que ce serait intime, uniquement pour la vraie famille. Ces derniers mots, vraie famille, me tombèrent dessus comme un bloc de glace. Moi, Hélène Moreau, sa belle-mère, la femme qui venait de dépenser 77 000 € pour eux, la femme qui avait payé le loyer de leur appartement pendant 2 ans entiers. J'étais debout dans le salon de ma propre maison, regardant Marc éviter mon regard, pendant que Sophie s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais offert. La robe bleu marine que j'avais achetée pour 500 € pour le mariage de mon fils unique était suspendue, inutile, dans mon armoire. Moi, celle qui avait tout payé, je n'étais pas de la vraie famille. À cet instant, la femme complaisante que j'avais toujours été mourut. Et ce qui vint après, l'appel désespéré que je recevrais 1 semaine plus tard, me demandant de l'argent, et la bataille juridique qu'ils déclenchèrent pour tenter de me faire passer pour folle, cette histoire changea ma vie à jamais. Je m'appelle Hélène, et voici mon histoire. Avez-vous déjà été trahi après avoir tout donné? Écrivez-moi en commentaire de quel pays vous m'écoutez. Et si vous croyez en la justice et au karma, abonnez-vous maintenant à Récits de belle-mère et belle-fille pour ne pas manquer comment se termine cette douloureuse trahison. Je m'appelle Hélène Moreau. J'ai 68 ans et pendant 42 d'entre eux, j'ai été infirmière en chef à l'hôpital Saint-Antoine. Ma vie a toujours été ordonnée, prévisible, travail acharné, épargne et par-dessus tout, la famille. Quand mon bien-aimé époux Robert est décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque foudroyante, mon monde s'est réduit à une seule personne. Mon fils, Marc. Robert m'avait laissé dans une situation confortable. Nous n'étions pas riches, mais grâce à son travail et à mes économies, nous avions cette maison que nous avions payée à la sueur de notre front et quelques investissements qui me permettaient de vivre ma retraite tranquillement. Marc était mon fils unique, ma fierté. Je l'avais élevé pour qu'il soit un homme bien, même si j'avais toujours su qu'il avait hérité du cœur tendre de son père, mais pas de son caractère ferme. C'était un homme de 34 ans qui, au fond, cherchait encore l'approbation de sa mère pour tout. Notre relation était de celle du dimanche. Déjeuner chez moi, il me racontait son travail dans la vente, je lui préparais des plats pour la semaine. C'était lui et moi contre le monde, jusqu'à l'arrivée de Sophie. La première fois que Marc l'amena dîner, il y a 3 ans, Sophie n'était que sourire et compliments. « Hélène, quelle magnifique maison !» dit-elle, ses yeux parcourant les meubles que Robert et moi avions choisis. « Marc a tellement de chance de vous avoir. » Elle était charmante, magnétique. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une avidité que je n'ai pas su identifier à ce moment-là. 6 mois plus tard, ils emménagèrent ensemble. Et là, les problèmes commencèrent. Marc perdit son emploi. « C'est temporaire, maman, » me dit-il au téléphone, la voix éteinte. La commission n'est pas entrée. Ce soir-là, Sophie m'appela en pleurant. « Hélène, nous n'avons pas de quoi payer le loyer ce mois-ci. Le propriétaire est un homme terrible, il va nous jeter à la rue. » Mon cœur de mère ne put le supporter. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je m'en occupe ce mois-ci. » Ce mois devint 2 ans. 2 ans durant lesquels, ponctuellement, je virais 1 200 € pour le loyer d'un appartement luxueux dans le centre-ville, un endroit que je ne me serais même pas permis. « Pourquoi ne cherchez-vous pas quelque chose de plus abordable, mon fils ?» suggérai-je une fois à Marc. « C'est que Sophie a besoin d'être près de ses contacts, maman. Elle construit sa marque personnelle, elle est influenceuse lifestyle. » La marque personnelle de Sophie semblait consister à fréquenter des restaurants chers et acheter des vêtements qu'elle ne pouvait pas se payer. 1 mois après le loyer, ce fut la carte de crédit de Marc. « Maman, ils vont me signaler, c'est 5 000 €. Sophie a eu une urgence dentaire. » Je payais. Ensuite, Sophie eut besoin de 8 000 € pour des implants dentaires. « Je ne peux pas travailler si mon sourire n'est pas parfait, Hélène. C'est mon outil de travail, » m'expliqua-t-elle avec un sérieux absolu. Je payais. Chaque paiement venait avec la même promesse de Marc. « Je te le jure, maman, dès que je conclus cette affaire, je te rembourse jusqu'au dernier centime. » Je me mentais à moi-même. Je me disais que j'investissais dans l'avenir de mon fils, que je le faisais pour voir Marc heureux. Il avait l'air si amoureux, si aveugle, moi qui avais été infirmière en chef, qui avais géré des budgets d'hôpital et des personnalités difficiles, je devins une idiote.
Je laissais l'amour pour mon fils obscurcir mon jugement. L'année dernière, ils annoncèrent leur fiançailles. Mon cœur fit un bond de joie sincère. Mon fils allait se marier. Il allait enfin se stabiliser. « Maman », me dit Marc en m'embrassant dans ma cuisine, « nous voulons que tu fasses partie de tout. » « Bien sûr, mon fils, » lui dis-je, les yeux remplis de larmes. « Je veux vous aider. Et si je payais la grande salle du domaine des roses? C'est là que ton père et moi nous sommes mariés. » Sophie, qui consultait son téléphone, laissa échapper un petit rire. « Oh, Hélène, avec tout le respect, cet endroit est tellement démodé, on dirait pour une fête de 80 ans. Non, non, j'ai vu un endroit parfait sur Instagram, c'est moderne, minimaliste. » Je me sentis comme si on m'avait jeté un seau d'eau froide, mais je souris. « Bon, ma chérie, comme vous voulez, c'est votre jour. »« Parfait, » dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. « Je t'envoie les coordonnées pour le virement de la compte. C'est 10 000 €. J'avalais ma salive. 10 000 € rien que pour la compte. Mais je le fis. C'était le mariage de mon fils unique. Le coup suivant fut la robe de mariée. « Hélène, accompagne-moi voir des robes, » me demanda Sophie, avec cette douceur qu'elle n'utilisait que quand elle avait besoin de quelque chose. Nous passâmes tout un après-midi dans une boutique. Je lui montrai une magnifique robe en dentelle, classique, élégante. « Elle est superbe, Sophie. Tu ressemblerais à une princesse. » Elle la toucha du bout des doigts. « Elle est jolie, oui, mais ce n'est pas moi. Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà repéré une. » 2 jours plus tard, elle m'envoya un lien. Une robe d'un créateur français qui coûtait 4 000 €. « C'est celle-ci, Hélène. Tu peux virer à la boutique? Tu as dit que tu voulais me l'offrir. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Et moi, l'idiote, je payais encore. Pendant des mois, je vis mon compte d'épargne, l'argent que Robert m'avait laissé pour ma vieillesse, l'argent pour lequel j'avais travaillé 40 ans, se vider. Je fis un calcul rapide un soir, alors que je ne pouvais pas dormir. Entre le loyer de 24 mois, 28 800 €, la carte de crédit, 5 000 €, les implants dentaires, 8 000 €, la compte de la salle, 10 000 € et la robe, 4 000 €, je leur avais donné 55 800 €. 55 800 €. Et en échange, que recevais-je? Des appels précipités, des visites où Sophie ne lâchait pas son téléphone. Et cette sensation constante que j'étais un obstacle, un portefeuille ambulant. La dernière fois que je vis Marc avant le mariage, ce fut une semaine auparavant. Il vint seul chez moi. « Mon fils, tu vas bien? Tu me sembles distant. »« Je vais bien, maman. Juste beaucoup de stress avec le mariage. Sophie est très nerveuse. Elle veut que tout soit parfait. »« Je comprends. »« Dis donc, je n'ai pas reçu l'invitation formelle. Seulement le « save the date » d'il y a des mois. » Marc devint pâle. « Ah, ça... Oui, c'est que... » Sophie s'en est occupée. Elle a dit qu'elle te la remettrait en personne. « Ne t'inquiète pas, maman. Évidemment que tu seras là. Tu es ma mère. » Il me donna un baiser sur le front, le même baiser qu'il me donnait depuis qu'il était enfant, et s'en alla. Mais l'invitation n'arriva jamais. Le samedi arriva, le jour supposé du mariage. Je ne connaissais pas l'heure. Je ne connaissais pas l'adresse exacte de l'église. Ma robe bleu marine de 500 € était suspendue, repassée, prête. J'appelais Marc. 1, 2, 3 fois. Messagerie vocale. J'appelais Sophie. Directement sur la messagerie. La panique commença à monter dans ma gorge. Aurait-il changé d'avis? Serait-il arrivé quelque chose? Je décidai d'aller à leur appartement. L'appartement que je payais. Je tenais dans mes mains le cadeau. Un service de couvert en argent qui appartenait à ma grand-mère. Une relique familiale. J'allais leur demander ce qui se passait. J'allais m'assurer que mon fils allait bien. Et c'est ainsi que nous arrivons à ce moment. Le moment qui changea tout. Je sonnais. Sophie m'ouvrit la porte, vêtue d'une tenue décontractée, une tasse de café à la main, comme si c'était un samedi ordinaire. Marc était assis sur le canapé, pâle comme un fantôme. « Hélène, quelle surprise !» dit Sophie. « Ma chérie, je suis inquiète. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas, le mariage? Je ne sais pas à quelle heure. Marc, tu vas bien ?» Et alors, je sortis mon téléphone, prête à appeler l'église, la salle, n'importe qui.
C'est à ce moment que Sophie me regarda avec ce sourire glacial. « Ah, le mariage !» dit-elle. « Nous nous sommes mariés hier, Hélène. Nous avons décidé que ce serait quelque chose d'intime, uniquement pour la famille, la vraie famille. » Je restais paralysée. L'air dans cet appartement, que je payais, devint lourd, irrespirable. Le service de couvert en argent de ma grand-mère, que je tenais comme cadeau de mariage, pesa soudain 100 kilos dans mes mains. Vraie famille. Marc, mon fils, ne pouvait même pas lever les yeux du sol. Son silence était plus bruyant que n'importe quel cri. C'était le silence d'un lâche, d'un traître. Mais Marc, la salle, fut tout ce que je pus balbutier. Les 10 000 euros de la compte. La robe de Sophie. Sophie fit un pas en avant, son faux sourire s'évanouit, remplacé par une dureté froide. « Hélène, s'il te plaît, ne fais pas de scène. C'était quelque chose de très spontané. Nous avons décidé d'annuler la grande fête et de faire quelque chose de seulement à nous. Cet argent de la compte, nous l'avons utilisé pour le voyage. Nous partons à Cancun demain. » Elle me fixa. « De plus, l'argent que tu as donné pour la robe était un cadeau, non ? Les cadeaux ne se rendent pas. » Marc finit par parler, avec une voix qui sonnait répétée, morte. « Maman, c'était quelque chose de dernière minute. Seulement nous et les témoins. Nous ne voulions déranger personne. C'était rapide. » Je sentis le sol disparaître sous mes pieds. Je posai la boîte en argent sur la table basse, la même table que je leur avais achetée il y a 1 an. « Ceci était pour vous, » dis-je, avec une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Je fis demi-tour et sortis de là. Je ne courus pas. Je marchais dans le couloir en sentant leurs regards se planter dans mon dos. Chaque pas était un martyre. Je ne sais pas comment je conduisis jusqu'à chez moi, ma vraie maison, la maison que Robert et moi avions construite. J'entrai et fermai la porte, et le silence me frappa. La robe bleu marine était toujours suspendue à la porte de l'armoire, se moquant de moi. Je m'effondrai sur le canapé. Je pleurais. Je pleurais de l'humiliation. Je pleurais de la naïve que j'avais été. Je pleurais des 55 800 euros que j'avais jetés à la poubelle. Mais surtout, je pleurais pour mon fils. Je pleurais pour l'enfant doux que j'avais élevé et pour l'homme faible et manipulé qu'il était devenu. Je pleurais pour la perte de mon fils unique qui était vivant, mais pour moi, à ce moment-là, se sentait mort. Je passais des heures dans cette obscurité, seulement avec le son de mes propres sanglots. Je me sentais vide, escroqué, utilisé. Puis, vers 22 heures, mon téléphone vibra. J'avais oublié qu'il existait. J'étais engourdi. Je le pris sans réfléchir, juste pour arrêter le bruit. C'était une notification Instagram. Une des cousines éloignées de Sophie, une fille que je ne suivais même pas mais qui m'avait envoyé une demande il y a des mois, venait de publier une story. Et puis, une autre. Et une autre. Et une publication fixe. Elle disait « Quelle soirée magique, célébrant l'amour de ma cousine Sophie et son merveilleux mari Marc, le plus beau mariage de l'année. » Mon cœur cessa de battre. J'ouvris la publication. Je n'étais pas préparée pour ce que je vis. Ce n'était pas un mariage intime. Ce n'était pas seulement eux et les témoins. C'était une fête. Une énorme fête luxueuse, dans un magnifique jardin que je ne reconnus pas. Il y avait au moins 50 invités. Je vis la première photo. Sophie, radieuse, avec la robe de 4 000 euros que j'avais payée. Marc, à ses côtés, avec un smoking coûteux, souriant à la caméra. Et à côté d'eux, posant fièrement, les parents de Sophie. Ses frères, ses oncles, ses cousins. Toute sa vraie famille était là. Mon doigt tremblait en faisant défiler l'écran. Je vis une vidéo d'eux trinquant avec du champagne. Je vis les parents de Sophie faire un discours. Je vis Marc danser la première danse avec elle. Et puis, je vis Marc danser avec la mère de Sophie, tous deux souriants, pendant que les invités applaudissaient. Et alors, en faisant défiler plus de photos, je vis quelque chose qui glaça mon sang. Une photo du gâteau de mariage, 5 étages, magnifique. Et en bas, une plaque dorée qui disait « Merci Hélène d'avoir rendu cela possible ». Je restais paralysée en regardant cette plaque. Ils m'avaient remercié dans une fête à laquelle ils ne m'avaient pas invité. Ils avaient utilisé mon nom. Mon argent, ma douleur, comme une blague privée pour leurs invités. Regardez,
L'idiote de ma belle-mère a tout payé, et elle n'est même pas venue. Cette plaque n'était pas un remerciement, c'était une moquerie, un trophée de leur victoire. Le sang se glaça dans mes veines. Tout était mensonge, chaque mot. Ce n'était pas spontané. Cela avait été planifié pendant des mois. Ce n'était pas seulement nous, c'était tout le monde sauf moi. Ils ne voulaient pas quelque chose de petit. Ils voulaient de mon argent pour faire leur fête, et ensuite m'en exclure. Ils m'avaient fait payer ma propre humiliation. J'avais payé la robe qu'elle portait pour danser avec sa mère. J'avais payé le voyage à Cancun qu'il célébrerait sans moi. Les pleurs s'arrêtèrent net. La tristesse profonde et douloureuse s'évapora. Et à sa place, quelque chose de nouveau, quelque chose de froid et dur comme l'acier, commença à grandir dans ma poitrine. C'était de la rage, une rage lucide, cristalline. Je réalisais la vérité. Pendant 3 ans, je n'avais pas été une mère. J'avais été une sponsor. Je n'avais pas été de la famille. J'avais été un distributeur automatique. Je vis la dernière photo. Sophie et Marc coupant un gâteau de mariage de 5 étages, riant aux éclats. À ce moment-là, en les voyant célébrer la fête que j'avais financée et à laquelle je n'avais pas été invitée, je sus exactement ce que je devais faire. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La rage était un carburant qui me maintenait éveillée. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les photos Instagram, le sourire de Sophie, la lâcheté de Marc, les visages de la vraie famille trinquant avec le champagne que, indirectement, j'avais payé. À 6h du matin le lundi, le téléphone sonna. Je savais qui c'était avant de regarder. Sophie. Je laissais sonner. 1, 2, 3 sonneries. Messagerie vocale. 5 minutes plus tard, un message texte. Hélène, c'est urgent. Le loyer. 2 minutes après, un autre appel. Cette fois, c'était Marc. Je le regardais froidement. Je laissais sonner. Finalement, à 9h du matin, Sophie rappela. Cette fois, je décidai de répondre. Je mis le haut-parleur. Je voulais entendre chaque nuance de son désespoir. « Hélène ?» dit-elle, sa voix n'était plus froide ni moqueuse. Elle était aiguë, anxieuse. « Oui » répondis-je. Ma voix était pure calme. « Hélène, où es-tu ? Je suis allée à la banque voir si le virement avait été fait et il n'y a rien. As-tu oublié de payer le loyer ? Le propriétaire va nous expulser, Hélène. Il dit que nous avons 24 heures. » Je pris une seconde. Je me souvins de son sourire glacial. « Nous nous sommes mariés hier. Seulement la vraie famille. »« Non, Sophie, je ne l'ai pas oublié, » dis-je, savourant chaque mot. « J'ai simplement décidé que mon argent est seulement pour ma famille. » Il y eut un silence si profond que je pus entendre sa respiration agitée. « Que veux-tu dire ?» balbutia-t-elle. « Hélène, nous sommes ta famille, je suis ta belle-fille, Marc est ton fils. »« C'est curieux, » répondis-je, « parce que samedi, tu m'as fait très clairement comprendre que je n'en faisais pas partie. Bonne chance avec le propriétaire, Sophie. » Je raccrochai. Le cri que Sophie poussa avant que l'appel ne se coupe fut de la musique pour mes oreilles. Mais l'adrénaline s'évanouit rapidement. Je m'assis et la réalité me frappa. Il ne suffisait pas de raccrocher le téléphone. J'avais signé comme garante de la BMW de Sophie. S'ils arrêtèrent de payer, la banque viendrait me chercher moi. Je n'étais pas une victime, j'étais un otage. À 10h, j'appelais le meilleur avocat en droit civil de la ville. Cabinet du maître Gustave Serrano. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Il s'agit d'abus financiers envers une personne âgée. Cet après-midi-là, j'étais assise face à son bureau en acajou. Pour la première fois, je racontais l'histoire complète à un étranger. « Maître, je crois que j'ai été très idiote, » dis-je, ma voix se brisant. Il joignit les mains. « Madame Moreau, » dit-il avec un sourire sombre, « vous n'êtes pas idiote, vous êtes une mère. Et ils ont commis une erreur, ils vous ont lié à leurs finances. Vous avez signé comme garante de la BMW. S'ils arrêtent de payer, la banque vient vous chercher vous. Mais cela signifie aussi, continua-t-il, que nous pouvons exécuter la garantie. Nous les obligerons à refinancer sans vous ce qu'ils ne pourront pas faire sans votre argent. » Ou il rendra la voiture immédiatement. Il me passa 4 documents. Ordre d'ouvrir un nouveau compte et transférer toutes mes économies.
Contrat avec serrurier pour changer les serrures. Aujourd'hui, notification à la banque exécutant la clause de garantie, lettre de cessation et d'abstention interdisant tout contact. S'il viole cette lettre, dit-il, nous aurons une base pour harcèlement, et c'est ce qu'on appelle les désarmés. Cet après-midi-là, ma maison se transforma. Monsieur Pablo changea toutes les serrures. Double verrou, Madame Hélène. Personne n'entre sans votre permission. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone vibrait sans arrêt. Marc, Sophie, Marc, numéro inconnu. J'ignorais chaque appel. La banque me notifia 3 jours plus tard. La BMW avait été saisie. Marc n'avait pas pu la refinancer sans ma signature. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'appelais mon amie Béatrice, l'ancienne comptable de l'hôpital. « Béatrice, j'ai besoin de ton aide. Je veux tout documenter, chaque virement, chaque paiement, chaque promesse non tenue. » Nous passâmes une journée entière dans ma salle à manger. Elle étalait des relevés bancaires sur la table. Chaque ligne racontait une histoire de manipulation. « Regarde ça, Hélène, » dit-elle en pointant un virement. 28 800 € en 2 ans de loyer, pour un appartement qu'ils auraient pu quitter à tout moment. Et ici, continua-t-elle, 8 000 € pour des implants dentaires. J'ai cherché. Ces implants coûtent généralement entre 3 000 et 5 000 €. Où est passé le reste? Je sentis mon estomac se retourner. Même l'argent que je pensais avoir donné pour des nécessités avait été exagéré, gonflé. Béatrice créa un tableau Excel. Loyer, 28 800 €. Carte de crédit, 5 000 €. Implant, 8 000 €. Acompte salle, 10 000 €. Robe, 4 000 €. Autre urgence que j'avais presque oubliée, 21 200 €. Total, 77 000 €. 77 000 €. Plus de la moitié de mes économies de retraite. Parti. Béatrice, murmurai-je, comment ai-je pu être aussi aveugle? Elle prit ma main. Tu étais une mère qui aimait son fils. Ils ont exploité ça. Mais maintenant, tu as des preuves, des documents, des dates, tout. Le lendemain, j'installais des caméras de sécurité. 2 à l'entrée, une dans le jardin, une dans le garage. Le technicien, un jeune homme sympathique nommé Thomas, me montra comment tout fonctionnait depuis mon téléphone. « Madame Moreau, si quelqu'un s'approche de votre porte, vous recevrez une alerte immédiate. Vous pouvez même parler à travers la caméra. »« Parfait, » dis-je. Pour la première fois en semaine, je me sentis en sécurité. Cette nuit-là, assise dans mon salon, avec les nouveaux verrous installés et les caméras actives, je me sentis renaître. Je n'étais plus la femme brisée qui avait pleuré en regardant des photos Instagram. Je reçus un dernier appel de Marc cette semaine-là. Je ne répondis pas, mais il laissa un message vocal. Sa voix était brisée, désespérée. « Maman, s'il te plaît, nous allons perdre l'appartement. Sophie, elle est hystérique. Le propriétaire nous a donné jusqu'à vendredi. Maman, je sais que nous avons mal agi, mais tu ne peux pas nous faire ça. Je suis ton fils. » J'écoutais le message 3 fois. Chaque fois, je sentais quelque chose différent. La première fois, de la culpabilité. La deuxième fois, de la tristesse. La troisième fois, rien. Il n'avait pas dit « Je suis désolé ». Il avait dit « Tu ne peux pas nous faire ça ». Même maintenant, même dans sa détresse, il me blâmait. Je n'étais pas la victime. J'étais le problème. Je supprimais le message. Le maître Serrano m'appela le jeudi. « Madame Moreau, ils ont contacté mon cabinet. Ils veulent négocier. » Qu'ont-ils dit? Que tout était un malentendu, que Sophie était enceinte et stressée, que le mariage était vraiment spontané et qu'ils regrettaient de ne pas vous avoir invité. Ils proposent de vous rembourser progressivement si vous reprenez les paiements du loyer. Je ris, un rire sec, sans humour. Et vous leur avez dit quoi? Que ma cliente n'était pas intéressée par des promesses, qu'elle avait déjà entendu assez de mensonges et que toute communication future devait passer par moi. Parfait, dis-je. Le vendredi arriva, le jour de leur expulsion. Je ne ressentis aucune joie, mais je ne ressentis aucune culpabilité non plus. Je me sentis renouvelée. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais une stratège préparant le champ de bataille. Ils avaient oublié avec qui ils traitaient. J'avais été infirmière en chef pendant 40 ans. Je savais exactement comment arrêter une hémorragie et retirer une tumeur. Et eux,
Ils étaient ma tumeur. Et j'avais le scalpel dans la main. 2 semaines passèrent dans une paix étrange, tendue. La banque me notifia que la BMW avait été saisie. Marc n'avait pas pu la refinancer sans ma signature. Le nouveau verrou de M. Pablo se sentait solide sous ma main chaque soir. Les caméras de sécurité me donnaient une vision claire de mon jardin. Je me sentais en sécurité. Mais la bête acculée est la plus dangereuse. Et j'en avais acculé 2. Un après-midi de mardi, j'étais dans la cuisine en préparant un thé quand mon téléphone sonna avec l'alerte des caméras. Ils étaient là, sur le trottoir. Marc, Sophie et 2 hommes que je ne reconnus pas. L'un, plus âgé, avec une mallette en cuir coûteuse. L'autre, plus jeune, avec l'air d'un médecin. Mon cœur fit un bond, mais ce n'était pas de la peur. C'était de la préparation. Ils ne sonnèrent pas. Ils commencèrent à frapper à la porte. « Maman, nous savons que tu es là !» cria Marc en frappant la porte. « Nous avons amené de l'aide !» Je regardais l'écran de sécurité. Sophie pleurait. Mais ce n'était pas de vraies larmes. C'était de la comédie pour les voisins. « Hélène !» cria l'homme à la mallette. « Je suis maître Matos, je représente votre fils. Nous sommes ici avec le docteur Alvear pour une évaluation de bien-être. » Voilà, le plan, me faire passer pour folle. Je respirais profondément et composais le numéro du maître Serrano. « Maître, ils sont là, avec un avocat et un supposé psychiatre. N'ouvrez pas la porte, Hélène, je suis à 5 minutes. » Maître Matos sortit un document. « Madame Moreau !» cria-t-il vers la caméra. « J'ai une demande d'évaluation psychiatrique d'urgence signée par votre fils. Le docteur Alvear est autorisé par la loi à vous évaluer s'il existe un risque d'auto-négligence. » Mon cœur s'arrêta. Sophie s'approcha de la caméra avec des larmes parfaites. « Hélène, s'il te plaît, tu ne manges pas, tu ne sors pas, tu as coupé tout contact, nous sommes inquiets, le docteur veut juste t'aider. » Les voisins commencèrent à sortir. Madame Dupont me regardait avec pitié. « Si vous n'ouvrez pas dans 2 minutes, dit Matos en regardant sa montre, nous appellerons les urgences psychiatriques pour forcer l'entrée pour risque imminent. » Marc pleurait. « Maman, s'il te plaît. » Pendant une seconde horrible, je doutais. Et s'ils avaient raison? Et alors je vis mon reflet dans l'écran. Une femme de 68 ans, lucide, volée. Je n'étais pas folle. J'étais saine pour la première fois en 3 ans. « Maître, » murmurai-je au téléphone. « Ils vont forcer l'entrée. Tenez 30 secondes, Hélène, je suis dans votre rue. » Ce furent les 30 secondes les plus longues de ma vie. « Temps écoulé !» cria Matos. « Docteur Alvear, faites l'appel !» Le psychiatre sortit son portable. Et alors, comme un ange vengeur, la voiture noire du maître Serrano tourna au coin de la rue. « Bonsoir !» dit Serrano d'une voix de tonnerre. « Maître Matos, je suis Gustave Serrano, avocat de Madame Moreau. Je vous demanderai, à vous et à vos clients, de vous retirer immédiatement de cette propriété. » Matos sembla surpris. « Maître Serrano, mon client est inquiet pour la santé mentale de sa mère. Nous avons le docteur Alvear. » Serrano sourit sans humour. « Et avez-vous une ordonnance judiciaire pour cette évaluation ?»« Nous n'avons pas besoin d'ordonnance, » intervint le docteur Alvear. « C'est une urgence de bien-être. »« Que c'est intéressant ?» dit Serrano en sortant un dossier. « Parce que moi, j'ai des documents. J'ai des preuves de 77 000 € que vos clients ont extorqués à ma représentante. J'ai une lettre de cessation et d'abstention qu'ils violent en ce moment. Et j'ai ceci. » Il montra un résumé financier. Maître Matos et le docteur Alvear regardèrent Marc et Sophie. Leurs visages changèrent. « C'est une affaire familiale, » balbutia Marc. « Pas quand elle est utilisée pour tenter de déclarer incompétente une personne âgée et prendre le contrôle de ses biens, » répondit Serrano. « Cela s'appelle abus financier et tentative de fraude. J'ai déjà appelé la police. » Les sirènes se firent entendre au loin. À ce moment-là, j'ouvris la porte. Je me tins sur le seuil, protégé par la grille de sécurité. Je regardai Marc directement dans les yeux. « Marc, » dis-je d'une voix ferme, « je t'ai tout donné. Mon amour, mon temps et l'argent que ton père a laissé pour ma vieillesse. Et tu m'as payé avec la pire humiliation de ma vie. » Je me tournai vers Sophie, dont le masque était complètement tombé. « Et toi, Sophie,
Tu as profité de la robe que j'ai achetée. Tu as profité de la fête que j'ai payée. Tu as même mis mon nom sur le gâteau d'un mariage auquel tu ne m'as pas invité. J'espère que ça en valait la peine. C'était la dernière chose que tu recevras de moi. Tu ne peux pas nous faire ça, cria Sophie, sa voix devenue hystérique. Nous allons tout perdre, nous n'avons nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant, dis-je calmement. Avant de me traiter comme un distributeur automatique, avant de me mentir, avant de me voler ma dignité. 2 voitures de police arrivèrent. 4 agents en descendirent. « Qui a appelé ?» demanda l'un d'eux. Maître Serrano s'avança. « Moi, officier. Je suis l'avocat de Madame Moreau, la propriétaire de cette maison. Ces personnes tentent de forcer l'entrée avec de fausses allégations d'urgence psychiatrique. » L'officier regarda Marc et Sophie. « Avez-vous une ordonnance judiciaire ?»« Non, mais... » commença Mathos. « Alors vous n'avez rien à faire ici ?» coupa l'officier. « Cette dame a le droit de refuser l'entrée de sa propriété. » Serrano tendit un document. « Voici une lettre de cessation et d'abstention délivrée il y a 2 semaines. Ils la violent actuellement. Je demande qu'un rapport soit établi. » L'officier prit le document, le lut, puis regarda Marc avec sévérité. « Monsieur, si vous retournez sur cette propriété ou contactez cette dame, vous serez arrêté pour harcèlement. C'est clair ?» Marc, pâle comme un mort, hocha la tête. Sophie explosa. « Elle nous doit cet argent. Elle nous a promis. Elle a dit qu'elle nous aiderait. »« Madame, » dit l'officier avec patience, « les cadeaux ne créent pas d'obligation légale. Et d'après ce document, vous avez reçu plus de 77 000 €. Je suggère que vous partiez maintenant. » Le docteur Alvéar et maître Mathos s'éloignèrent rapidement, réalisant qu'ils avaient été utilisés dans une tentative de fraude. Sophie se tourna vers moi, ses yeux pleins de haine pure. « Tu vas le regretter, vieille femme. Nous allons te poursuivre. Nous allons prouver que tu es folle. » Serrano s'avança. « Je vous en prie, continuez. Chaque menace que vous prononcez renforce notre dossier. » Marc prit le bras de Sophie. « Viens, Sophie, c'est fini !»« Non !» hurla-t-elle. « Elle ne peut pas nous faire ça. Marc, fais quelque chose !» Mais Marc, pour la première fois depuis 3 ans, ne fit rien. Il baissa la tête et l'entraîna vers leur voiture. Je les regardais partir. Les voisins observèrent depuis leur fenêtre. Madame Dupont me fit un petit signe de soutien. Quand ils furent repartis, je me tournai vers le maître Serrano. « Merci. »« C'était un plaisir, Madame Moreau, » dit-il avec un sourire. « Ils ne reviendront pas. Et s'ils le font, nous avons maintenant un rapport de police. » Les policiers prirent ma déposition. Je leur montrai les documents, les virements, tout. L'un d'eux secoua la tête. « Madame, vous n'êtes pas la première personne âgée que nous voyons dans cette situation. Mais vous êtes l'une des rares à avoir eu le courage de dire non. Cette nuit-là, seule dans ma maison avec mes nouveaux verrous et mes caméras, je me sentis enfin libre. Après leur départ, un silence profond remplit ma maison. Mais ce n'était pas le silence de la solitude, c'était le silence de la paix. C'était le son de ma vie qui redevenait mienne. Je ne reçus plus jamais d'appel demandant de l'argent. La lettre du maître Serrano et la visite de la police avaient suffi pour tracer une ligne finale. Les mois passèrent. J'appris par mon amie Béatrice, qui a une connaissance en commun, ce qui s'était passé ensuite. Comme prévu, sans mon argent, ils ne purent pas payer le loyer de leur appartement luxueux. Ils furent expulsés. Ils déménagèrent dans une petite chambre chez les parents de Sophie. La vraie famille dut les accueillir. J'appris que Sophie, pour la première fois de sa vie, dut chercher un vrai travail dans un centre d'appel. Sa marque personnelle s'évanouit aussi vite que l'argent qui la finançait. Je ne pense plus à Sophie avec colère. Parfois, quand j'arrose mes nouvelles roses, je pense à elle avec une étrange pitié. C'était une fille qui avait basé toute sa valeur sur ce qu'elle pouvait acheter, sur l'image qu'elle pouvait projeter. Quand l'argent disparut, son pouvoir partit avec lui. Et Marc, mon fils, c'est la partie qui fait encore mal, comme une vieille blessure un jour de pluie. Il m'appela une fois de plus, environ 6 mois après la confrontation. C'était depuis un numéro inconnu. « Maman ?» dit-il. Sa voix était différente, calme, humble, sans exigence. « Bonjour Marc » répondis-je. Il y eut un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. « Maman, je suis désolée.
J'ai tout gâché. Elle m'avait aveuglée. Je suis désolée. Mes yeux se remplirent de larmes. C'était le repentir que j'avais espéré entendre pendant des années. Mais il était arrivé trop tard. Moi aussi, je suis désolée, mon fils, lui dis-je, et ma voix était sincère. Je suis désolée que tu sois devenu cela. Je te pardonne, Marc. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas redevenir l'idiote que j'étais. Je sais, maman. Je voulais juste que tu le saches, murmura-t-il. J'espère que tu vas bien, Marc. J'espère qu'un jour, tu apprendras à te débrouiller par toi-même. Au revoir, mon fils. Je raccrochais et je pleurais. Je pleurais pour la dernière fois, pour l'enfant que j'avais perdu. Mais cet appel referma la blessure. J'ai récupéré ma vie. Je vendis la grande maison, qui était remplie de trop de fantômes, et je déménageais dans un magnifique appartement avec vue sur le parc. Un endroit rien que pour moi. Avec l'argent que j'économisais, je fis le voyage en Italie que Robert et moi avions toujours voulu faire. Je me tins devant le Colisée à Rome et je réalisais que j'avais passé ma vie à prendre soin des autres. D'abord mon mari, puis mon fils. Et dans le processus, j'avais oublié de prendre soin d'Hélène. Plus maintenant. J'ai appris la leçon la plus dure de toutes. On ne peut pas acheter l'amour. Si vous devez payer pour le respect de quelqu'un, ce n'est pas du respect, c'est une transaction. Et je ne suis plus dans ce commerce. J'ai appris que le mot « non » est l'outil le plus puissant que nous avons pour protéger notre paix. Parfois, la justice arrive tard, mais elle arrive. Parfois, elle n'arrive pas dans un tribunal, mais dans le silence d'une porte que vous fermez enfin, sachant que de l'autre côté, vous laissez tout ce qui vous faisait du mal. Je m'appelle Hélène Moreau, j'ai 68 ans et pour la première fois de ma vie, je suis complètement libre. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si vous avez déjà dû être forte pour qu'on vous respecte, si vous avez déjà dû dire « ça suffit » pour récupérer votre vie, abonnez-vous à Récits de belle-mère et belle-fille et partagez ce récit. Votre avis m'intéresse beaucoup. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné à Marc? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je les lis tous. Et ne manquez pas notre prochaine histoire, car les relations familiales sont toujours plus compliquées qu'il n'y paraît. Un câlin et prenez bien soin de vous.